Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons continuer dans notre première mouture de l'équation de Schrödinger en parlant des états d'impulsion définis. Alors, vous savez que si vous avez un état psi quelconque, alors l'amplitude, pour qu'il soit, par exemple l'état psi d'un électron, l'amplitude pour que l'électron se trouve à la position x est psi et x psi, qu'on note souvent psi de x, fonction de la position, une amplitude fonction de la position, et qu'on appelle souvent fonction d'onde. Alors, on a un problème avec l'interprétation en termes de probabilité, parce que si vous avez une ligne continue, il y a une infinité de positions possibles, et vous ne pouvez pas avoir des valeurs finies, même sur un certain intervalle. Donc, pour la probabilité psi x carré, parce que si la valeur était finie, comme il y a une infinité de points, en faisant la somme de toutes les probabilités, vous obtiendrez une valeur infinie, ce qui serait absurde. La probabilité totale étant toujours de 100%. Donc la probabilité en un point ne peut être que 0. Et donc une probabilité nulle partout. Évidemment, c'est un problème, parce que si on n'a plus de probabilité, on n'a plus de théorie. Alors, ce qu'on fait, c'est considérer un petit intervalle dx, très petit, infinitésimal, et on considère alors que la probabilité que l'électron se trouve en x dans ce petit intervalle est égale à x psi carré fois la largeur de ce petit intervalle. Ainsi, même si on prend des intervalles très petits, il y en aura toujours, sur une distance donnée, il y en aura toujours un nombre fini. Et ceci est appelé densité de probabilité. Parce qu'elle ne donne pas la probabilité d'être en x, mais la probabilité d'être dans une petite zone autour de x, la densité de probabilité autour de x. On peut faire de même avec les états P, les états d'impulsion définis. Donc considérons un état d'une impulsion définie P. Alors on peut calculer l'amplitude que notre état psi soit dans cet état d'impulsion définie. Comme d'habitude, on fait la somme sur tous les états de base. Donc Px, x psi, et on fait la somme sur tous les x. Mais à nouveau, on a le même problème que ci-dessus, parce qu'il y a une infinité continue de points, et une telle somme perd de sa signification. Les mathématiciens ne sont pas en reste, ils ont défini l'équivalent d'une somme infinie, qui est la notion d'intégrale. Et on fait la somme de ces produits sur des tout petits intervalles, des intervalles infinitésimaux, et l'intégrale revient à faire cette somme. Donc il ne faut pas s'effrayer du signe intégral, c'est jamais qu'une somme des termes fois les tout petits intervalles. C'est toute la somme d'une infinité de petits intervalles. Alors, nous ne ferons pas de calcul intégral ici, c'est pas toujours simple d'ailleurs, mais au moins vous savez ce que signifie une intégrale. C'est simplement une somme sur une ligne continue, une somme infinie. Alors, pour les probabilités, pour l'état P, on peut définir de même la probabilité d'être en état P dP égale la P
psi au carré fois un petit intervalle p. Alors, pour être exact, il faut diviser par 2pi h bar. Petite difficulté technique dont je vais vous expliquer l'origine tout de suite. Donc sinon c'est le même principe, hein. On a ceci qui est la densité de probabilité, non plus dans l'espace des positions, mais dans l'espace de toutes les impulsions possibles. Alors, on peut définir phi égale px, et rappelez-vous que ceci, donc ceci, xp, c'est le complexe conjugué des états renversés, et ceci, c'est l'amplitude qu'un état d'impulsion P soit une position X donnée. C'est donc la distribution en amplitude d'un état d'impulsion donné. On sait que les solutions sont des solutions sinusoïdales, Px, comme ceci. Ceci, à nouveau, c'est la phase, la variation de la phase le long de la position. Et donc, on a l'expression pour xp. Et puisqu'on l'a pour xp, on l'a aussi pour px. Alors, on montre que si on fait le calcul complet, donc on peut remplacer px dans cette intégrale, calculer, et alors on montre que pour que la probabilité totale soit 1, en calculant l'intégrale, qu'effectivement, il faut rajouter ce facteur-là. C'est donc juste une petite difficulté technique qui est due à l'intégration, à la définition de l'impulsion et de la position. Alors nous allons faire un choix, maintenant un choix bien précis. Nous allons dire que psi de x, c'est une distribution gaussienne. Alors, je ne vais pas vous en donner la formule mathématique, c'est avec une exponentielle. Mais c'est donc une distribution gaussienne de largeur sigma. Alors, je ne vous donne pas l'expression, mais c'est une forme que vous connaissez certainement, qui est la fameuse courbe en cloche, qu'on rencontre souvent en statistique. Une courbe en cloche, centrée autour de 0, et de largeur sigma. En fait, donc ça c'est les positions, et ça c'est psi de x. En fait, cette sigma est appelée l'écart type. Si vous prenez pour toute valeur de x l'écart à la moyenne, qui est 0, pondéré bien sûr par la grandeur de la distribution de la courbe, que vous faites le carré et que vous faites la moyenne de toutes ces valeurs, vous obtenez sigma, l'écart type. On l'appelle aussi écart quadratique moyenne. Écart quadratique parce qu'on prend le carré des écarts et on prend la moyenne. D'où écart quadratique moyen. C'est de là qu'on vient le terme. L'écart quadratique est très souvent utilisé comme définition de largeur statistique, donc de dispersion d'une courbe de distribution statistique. Alors, on peut calculer phi de p, donc en remplaçant la forme exacte ici, qui est une exponentielle, dans l'intégrale ici, en utilisant ceci, on fait tout le calcul, et ce qu'on obtient pour phi de p, c'est aussi une distribution gaussienne. Donc on obtient le même type de distribution pour phi de p, sauf qu'elle est de largeur état. Et les deux valeurs sont reliées par état est égal
à h bar sur 2 sigma. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Que si vous prenez un électron qui est localisé de manière très précise en un point, donc la courbe de distribution est très étroite. Il est très concentré autour de ce point. Dans ce cas, h bar divisé par 2 sigma sera un nombre très petit, et donc eta sera un nombre très grand. Et donc l'impulsion aura une distribution très large, très imprécise. Inversement, si vous avez une impulsion très précise, une courbe en cloche très étroite pour l'impulsion, alors sigma sera très grand. La courbe ici sera très étalée, et donc la position de l'électron sera très imprécise. Donc on retrouve quelque chose que nous avons déjà vu, parce que cet écart type donc donne la largeur de la courbe, et il peut servir, et sert presque toujours, de définition à la précision. Donc on va dire que delta x, l'incertitude sur la position, est sigma, c'est une définition souvent utilisée, et de même, delta p égale eta. Et si on fait delta p fois delta x, on trouve h bar demi. Donc l'électron ne peut pas être à la fois à une position bien précise et avec une impulsion bien précise. C'est un avatar du principe d'indétermination de Heisenberg. Mieux, on peut démontrer que quelle que soit la distribution qu'on prenne, bon, pas nécessairement gaussienne, mais n'importe quel type de distribution, alors ce produit sera toujours au moins égal à h bar demi. Il sera supérieur ou égal à h bar demi. Donc on retrouve le principe d'indétermination. Delta x soit delta p est supérieur ou égal à h bar demi. Le minimum étant atteint pour une distribution gaussienne, qui est la meilleure précision qu'on puisse avoir à la fois sur la position et sur l'impulsion. Voilà ce qu'on peut dire sans rentrer dans les détails des calculs, sans faire les calculs des intégrales, avec les états d'impulsion définis. Alors, nous avons vu ces difficultés avec la définition des probabilités. Il en va de même si on essaie de normaliser les états. Donc, dans la prochaine vidéo, nous nous pencherons sur ce problème de normalisation des états. Je vous remercie.